De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Baran Ndiaye, Jean-Maurice Marie Krong et notre éditorialiste Djemal Taleb. Place tout de suite à notre grand angle économique. Un grand angle économique qui concerne ce lundi le volte-face du gouvernement tunisien. Ce dernier a en effet annoncé l'abandon du projet de loi sur la mise en place du passeport biométrique face au mécontentement de la population. Explication avec Sharon Kamara. Les nombreuses contestations des citoyens tunisiens auront eu raison de la réforme. Les autorités tunisiennes ont annoncé l'abandon du projet de loi sur la mise en place des cartes d'identité biométriques. Adopté en Conseil des ministres en juillet 2016, celui-ci devait être présenté par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée des représentants du peuple. Ce processus va encore prendre beaucoup d'argent d'identification par voie biométrique du personnel, des populations, puis des électeurs. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent. Or, vous savez très bien que les manifestations qui sont en cours actuellement sont fondées sur le fait que pendant ces 7 dernières années, à compter de la date de la révolution de Jasmin, les populations ont obtenu qu'il y ait 10 gouvernements. Elles se plaignent donc que chacun de ces gouvernements n'a pu apporter une réponse concrète à leur souci de panier de la ménagère. À l'heure où les autorités établissent des mesures d'austérité pour relancer l'économie nationale, le coût élevé du projet était mal perçu par l'opinion publique. Le gouvernement a estimé que le remplacement des cartes d'identité classiques par des cartes d'identité biométriques aurait coûté entre 25 et 30 millions de dinars tunisiens et aurait nécessité 8 ans pour être mis en place. Pour les gouvernants actuels au niveau de la Tunisie, il peut être de trouver un palliatif rapide pour augmenter le pouvoir d'achat des populations, pour réduire également la pression fiscale qui a été instituée dans cette loi de finances 2018 aux autorités qui ont les leviers du pouvoir en main de définir la priorité des priorités pour pouvoir sortir le pays de cette impasse. Présenté comme un outil pour lutter contre l'insécurité et faciliter les démarches administratives, le projet de loi sur la carte d'identité biométrique était perçu par la plupart des Tunisiens comme une atteinte à la vie privée. Persuadé que la Tunisie doit rattraper son retard face à l'Occident et à d'autres pays africains, le ministère de l'Intérieur envisage toutefois de réviser le projet afin de le présenter à nouveau. Alors, Monsieur Ndiaye, la carte d'identité biométrique fait partie des éléments à l'origine de la contestation en Tunisie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que son retrait est de nature à calmer les ardeurs dans ce pays ? Son retrait pourrait calmer les ardeurs, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pense que le gouvernement tunisien a été maladroit, c'est mon point de vue en fait. Parce que quand tu présentes ce genre de réforme, il ne faut pas la présenter en disant on va atteindre le niveau de l'Occident et de certains pays africains. De mon point de vue, il serait beaucoup plus judicieux et intelligent de présenter ça au peuple en disant écoutez, vous avez tous de la famille dans la diaspora et à l'étranger, on va mettre en place ce système-là qui est coûteux certes, mais par contre ce sont nos partenaires d'ailleurs qui nous l'imposent en fait, par rapport à des raisons de sécurité. Mais si on dit on va atteindre, le pays a faim, la Tunisie autant pour moi sort de la révolution de Jasmin, il y a une stabilité qu'elle n'arrive pas à retrouver, l'économie ne décolle pas, on leur présente un projet qui coûte environ entre 25 millions et 30 millions de dinars tunisiens sur une durée de 7 à 8 ans, c'est énorme. Je pense qu'il ne fallait pas mettre cette mesure en amont par rapport aux projections de 2018. Donc, c'est mon point de vue en tout cas. Non, moi, je pense que le problème se situe à ce niveau parce que dans n'importe quel pays du monde, l'État est dans l'obligation de pouvoir donner des documents administratifs à ses citoyens. Or, les Tunisiens, ça fait presque un bon moment qu'ils n'avaient pas renouvelé leur système d'identité. Or, en mettant en place ces systèmes biométriques dont nous, au Tchad, on avait fait, et on a trouvé que c'est quand même une très bonne solution parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais fait recenser, beaucoup de gens sont nés entre-temps qui n'ont jamais été identifiés. Beaucoup de gens sont rentrés en Tunisie sans se faire identifier. Or, partant de ces principes qui permettraient à ce que l'État puisse savoir exactement quelle est la population, le nombre de la population, savoir quelle personne détient tel ou tel document administratif, ça lui donnera beaucoup plus de poids et également d'efficacité économique. Je suis parfaitement d'accord. Partant de ces principes, quel que soit le montant, 25 ou 30 millions de dinars, je penserais, et en plus étalé sur 7 ans. Oui. Donc, ce qui fait que ça permettrait aujourd'hui
aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se promènent en se disant, moi je suis tunisien, or ils ne le sont pas. Je suis d'accord sur le principe, mais le principe de base pour un État d'avoir également l'identification de qui peut avoir sa nationalité. Le bon moment, pour moi, il y a un problème de contexte, c'est ça le problème. Non, je suis évidemment que c'est le bon moment, et c'est d'ailleurs le meilleur moment. La question n'est pas là, on est autour, c'est un projet de 8 millions de dollars, c'est-à-dire rien du tout. Le plan de relance de l'économie tunisienne, c'est 5 milliards. 8 millions de dollars, honnêtement, ça ne change pas grand-chose de la vie des Tunisiens. Deuxièmement, la retombée économique sur un projet comme celui-là, en termes de statistique économique, en termes de planification de l'économie, est absolument fondamentale. Enfin, je pense que là, on apporte une solution à un problème qui est un grand problème et une mauvaise solution. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le malaise de la société tunisienne est beaucoup plus profond que ça. Tunis contre Sidi Bouzid, les élites contre le peuple, la cote contre le reste du pays. Et puis il y a une cassure sociétale énorme, une cassure économique gigantesque. Et puis, pardon, il y a deux pays. Ils ne se parlent pas, ils se regardent en chien de faïence. Et en réalité, depuis la Révolution, la Tunisie vit ça comme situation. Alors, le malaise, il est d'abord, c'est un pays qui est en déconfiture absolue. Les partis politiques ne donnent pas d'espoir. Le gouvernement est totalement non visible. Les partis politiques ne répondent à rien du tout. Le président a 90 ans ou 94 ans, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. La réponse économique, la réponse politique aux questions économiques et aux questions de société n'est évidemment pas apportée. Et donc, tant que la Tunisie, tant que les Tunisiens n'auront pas un espoir réel de relance de leur économie, d'une visibilité politique dont ils ont besoin, les choses ne vont pas s'arranger. Et puis, pour aggraver toute une situation, on leur a promis une aide européenne. Elle est ridiculement basse. Elle ne correspond absolument pas aux ambitions. Je le disais sur ce plateau la semaine dernière. L'Union européenne déverse un argent fou en Grèce à fonds perdus. Elle est incapable de donner 2 milliards de dollars, de prêter 2 milliards de dollars à la Tunisie. C'est triste. À côté de ça, elle lui demande d'être le gendarme. À côté de ça, elle lui demande de faire la police sur les frontières libyennes. À côté de ça, ce pays vit une situation sécuritaire grave, dramatique sur la Libye à côté. Pardon, c'est absolument pas au niveau de ce que l'Union européenne est capable de faire. Non, la Tunisie va mal parce qu'elle a connu une révolution, parce qu'elle vit une situation post-révolutionnaire pour laquelle elle n'était pas préparée. Dieu merci. Elle a une classe moyenne qui fonctionne bien, elle a une administration qui fonctionne bien, et si le pays est encore debout et n'a pas vécu une situation chaotique comme les autres pays qui ont connu une révolution, à ce moment-là, c'est parce que justement les fondamentaux de l'économie étaient bons et les fondamentaux de l'État sont corrects. Mais justement, elle va vivre une situation chaotique prochainement si on continue de privilégier, même si c'est 8 millions d'euros que vous évoquez, 8 millions d'euros, c'est pas négligeable pour un pays où, mais c'est rien du tout, ça dépend de l'échelle sur laquelle vous la mesurez. Aujourd'hui, la Tunisie n'a plus de rentrée d'argent, elle n'a plus de rentrée de devises, le tourisme ne marche pas, c'était l'élément. C'est un prêt, ça n'a rien à voir, c'est pas un faux forfait. Mais c'est un prêt, et ça rapporte quoi? Alors, je vais vous dire, j'ai compris. Sur le mettre sur une balance. On fait des passeports biométriques. Alors qu'en Tunisie, il existe 3 types de passeports. Il y a le passeport pour les citoyens normaux. J'ai oublié la couleur. Il y a un passeport pour les administrations, d'accord, professeurs, etc., policiers, militaires. Il y a un passeport diplomatique. D'accord, on va effacer. C'est le cas au Sénégal. Non, le Sénégal, on est passé. C'est la même chose au Tchad. Le Sénégal, on a le passeport biométrique qui nous a coûté assez cher, mais on l'a mis en place parce qu'il y avait un besoin. On critiquait les fichiers électoraux, on critiquait l'immigration massive, parce que beaucoup de pays instables ont eu des immigrés qui sont allés au Sénégal. Et il y avait une période électorale qui fait que le gouvernement avait trouvé nécessaire de mettre en place le passeport biométrique. Donc ça, c'est génial, tout le monde y a adhéré pour des raisons en fait de stabilité nationale. Et puis il y avait le budget aussi. D'accord. Cher monsieur, vous vous occupez, si j'ai bien compris, de digitalisation. Je suis chef de projet, pilotage de projet. Ce n'est pas mon cas, excusez-moi mon inculture, c'est évidemment pas mon cas. Mais je suis comme lui, je suis mauritanien, il est tchadien. Et mon pays a connu, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, une révolution, mais alors absolue, grâce à la biométrie. C'est-à-dire que même ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement actuel vous diront quelle révolution. La révolution, attendez. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bonne. Je parle du contexte. Il y a des intérêts. Dans certains contextes, on ne peut pas mettre en place. Je finis. Qui ont des intérêts économiques, qui ont une rentabilité économique évidente. Parce que pas de statistiques si vous ne connaissez pas la population. Pas de statistiques si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'est-ce qui fait quoi. Justement, Djemal, expliquez-nous un petit peu quelles sont les retombées pas de comptabilité des entreprises si vous n'êtes pas capable de savoir qui fait quoi. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure statistique fiable et sérieuse que vous êtes capable de se faire dans ce pays, y compris dans tous les domaines, agropastoral, rural, tourisme, économie, si vous n'êtes pas capable de mettre en place un fichier fiable qui permette de donner les mesures réelles de l'économie. Évidemment que la Tunisie répond à ça. Après, ces 8 millions de dollars, je vais vous dire, mon pays est beaucoup plus pauvre que la Tunisie. Il l'a supporté, mais sans problème. Le vôtre, cher monsieur, est plus riche que le mien. Mais enfin, il n'est pas très riche. Vous n'êtes pas capable de le faire. La question n'est pas là. Mais pardon. Oublions ce problème de biométrie, ça n'est pas important. Le problème de la Tunisie est ailleurs. La situation de la Tunisie n'est pas liée à 8 millions de dollars. Elle est liée à un problème beaucoup plus grave, d'une crise économique grave, d'un pays qui sort d'une situation à laquelle il n'est pas jusqu'ici capable de faire la réponse, de donner la réponse qu'il faut. En fait, la Tunisie est prise en otage par deux partis politiques. Nida Tunis, qui est le parti du président Béjira et de Sebsi, et Narda, des islamistes. L'accord, l'entente entre les deux fait que ce pays est privé d'alternance sérieuse. Aujourd'hui, ils font appel, y compris à qui? Aux anciens ministres. Regardez la valeur des ministres juste après la Révolution. C'est triste. Alors, de ce point de vue-là, on me dira, vous aimez les dictateurs. Non, je n'aime pas les dictateurs et je n'aime pas Ben Ali, et je considère. Mais si on pouvait, dans un contexte démocratique, et Dieu sait combien je me réjouis pour que le contexte démocratique soit là, mais si on pouvait avoir des cadres valables, des ministres de bonne qualité, la Tunisie y gagnerait. La Tunisie vit une cassure très grave à laquelle le gouvernement n'est pas capable de donner une réponse. Il peut après sauter comme il veut, aller chercher des solutions là où il n'y en a pas, trouver des boucs émissaires un peu comme le Parti de l'Unité va chercher chez Mme Mérine Johnson. Alors justement, je voudrais qu'on se penche sur la réponse qui a été jusqu'ici apportée par ce gouvernement tunisien. Il a annoncé samedi des mesures en faveur des familles les plus démunies. On parle de l'augmentation des allocations sociales ou encore de la mise en place d'une couverture maladie universelle et d'un minimum de retraite, ainsi que du lancement d'un plan de logement. Alors, quelle appréciation faites-vous? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est une réponse suffisante? C'est pas suffisant, mais ce qui est certain, c'est que la Tunisie, c'était un pays prospère. S'il n'y avait pas cette révolution, et cette révolution était quand même arrivée, donc il fallait y faire avec, mais la Tunisie était prospère, la Tunisie avait une économie assez saine, la Tunisie avait des avantages et également des ressources suffisamment pour mener le pays. Malheureusement, il est vrai que dans beaucoup de pays, certains chefs d'État n'ont pas satisfait à la population, à la masse. Donc, ce qui a amené cette révolution. Mais aujourd'hui, la Tunisie était un pays qui affronte un problème de fond, un problème social. Le fait de pouvoir mettre en place ces différentes mesures permettrait peut-être à avancer certaines actions, mais ce qui est certain, ce n'est pas suffisant. C'est des actions qui ont été annoncées et qui pourraient être mises en place en cours d'année. Est-ce que finalement c'est un effet d'annonce comme ça pour apaiser les tensions? Est-ce que vous pensez que le gouvernement tunisien est capable de tenir ses promesses compte tenu justement du contexte économique relativement difficile, M. Ndiaye? De mon point de vue, en fait, il n'y a pas de mesures pour relancer l'économie, c'est des mesures pour stabiliser en fait, la situation sociale. C'est très bien, ça va être bien perçu. Exactement. Demain, ce sera apaisé, mais dans 6 mois, qu'est-ce que ça va donner? Moi, comme l'a dit tout à l'heure Abba-Marie, j'aurais bien souhaité qu'on aille dans cette perspective-là, dans cette logique-là, de faire des propositions, de dynamiser, de promettre qu'on va dynamiser exactement de la relance de l'économie. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je suis entrepreneur, donc je suis entrepreneur, mais je gère des projets. Et quand j'ai un projet, j'ai une vision, c'est-à-dire que j'ai un point de départ, un point d'arrivée avec du budget, des délais, un planning. Donc, je pense que le gouvernement tunisien aurait dû proposer mieux. Djemal. Non, ce sont des béquilles. Et donc, quand vous donnez des béquilles, ça vous permet de marcher, ça ne vous soigne pas pour autant. Et donc, la difficulté est bien là. La Tunisie a 2 problèmes. Un pour lequel elle n'a évidemment pas de levier, c'est la situation sécuritaire autour d'elle, chez elle, dont elle a hérité par la géographie et la géopolitique autour d'elle. Et ça, pardon, le gouvernement tunisien fait ce qu'il fait, mais enfin c'est compliqué. La situation sécuritaire en Libye, c'est pas eux qui l'ont inventé, les difficultés dans la frontière entre eux et l'Algérie, ils ne l'ont pas inventé, et donc ils peuvent apporter les réponses. Alors là, c'est le deuxième point, c'est que les réponses ne sont naturellement pas au niveau des attentes. C'est-à-dire que la réponse sécuritaire est bancale, la réponse économique est bancale, les énergies nécessaires pour que l'économie soit relancée n'ont pas été prises et les réformes dont ce pays a besoin à la fois pour que la machine économique fonctionne ne le sont pas. La Tunisie était le pays qui a la main-d'œuvre la plus développée dans une région qui n'en a pas. C'est le pays qui était la main-d'œuvre textile, bancaire, assurance
y compris technologique, de l'Europe. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus pour des facteurs qui sont liés à la sécurité. Elle ne l'est plus aussi parce que les usines n'ont pas été modernisées, parce que le plan de relance n'a pas été fait. Et ça, c'est toute la difficulté. Pardon, un gouvernement, ça sert à quelque chose. Un chef d'État, ça sert à quelque chose. La Tunisie en est privée depuis 2011. Et c'est toute la difficulté de ce pays. Vous pouvez difficilement dire à une machine de fonctionner quand personne n'est aux commandes. Et il n'y a pas de commande dans ce pays depuis 2011. Ça fait combien? 7 ans. C'est colossal. Souvenez-vous les années de Ben Ali. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté. C'est une dictature kleptocratique pas sympathique. Mais enfin, pardon, la machine économique fonctionnait à plein régime. Et donc, même si la Tunisie, Tala, Sidi Bouzid et tous les autres ne fonctionnaient pas bien, il était absolument laissé pour compte, la situation économiquement florissante de la région de la côte et de tous les autres avait une incidence réelle et ça donnait une paix sociale importante. Cette situation-là est terminée. Merci Djemal pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas. Dans quelques instants, la suite de votre émission. À tout de suite.